Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Board Game Match, votre nouvelle émission consacrée aux jeux de société. Son but, vous apporter un éclairage différent du monde du jeu grâce à nos chroniqueurs qui vont affronter leur point de vue dans cette grande arène ludique au travers de plusieurs rubriques. Plusieurs duels et matchs vont rythmer cette émission au cours desquels plusieurs avis s'affronteront sur une même question. Nous vous proposerons également des chroniques pour faire un focus sur un type de jeu, également un gros dossier sur lequel nous allons débattre d'un sujet qui mérite de prendre le temps d'en discuter. Et tout au long de l'émission, nous allons également construire une boussole ludique autour d'un jeu pour vous orienter vers d'autres jeux de sensibilité similaire. Il est maintenant temps de présenter ces chroniqueurs qui seront avec nous aujourd'hui. Karine, bonjour. Bonjour, c'est moi. Stéphane, salut. Bonjour. Yoël. Coucou. Siegfried. Hello. Et puis je serai accompagné durant cette émission par le président. Alors il aura la lourde tâche de départager les chroniqueurs dans les duels, de faire un petit peu la synthèse des débats, de faire un petit peu régner l'ordre aussi avec moi. Je peux dire qu'on va vous attribuer des cartons jaunes, des cartons rouges. Il ne va pas falloir être trop dissipé. Et des chapeaux requins. Oui, et des chapeaux requins bien entendu. Vous l'avez reconnu, c'est Dimitri. Salut Dim, ça va bien? Ça va. Donc c'est un plaisir d'être là avec vous et on va essayer d'avoir les plus belles joutes ludiques pour cette émission. Parfait. Eh bien, n'hésitez pas à réagir également, vous, chez vous, au niveau des commentaires, mais également donner votre avis pour prendre part au débat. Est-ce que tout le monde est prêt? Je crois qu'il faut y aller à un moment donné. On y va? Ouais. Ok, c'est parti, on peut commencer tout de suite avec le premier duel de Board Game Match. Le principe du duel, il est simple. Je vais poser une question à deux de nos chroniqueurs et ils vont avoir 1 minute et pas 1 seconde de plus. On va être très vigilant avec Dimitri pour nous donner leur avis et savoir pourquoi ils ont cet avis-là. Dimitri, tu vas ensuite trancher. C'est ça, et puis je vais choisir celui qui m'a le plus convaincu. Lourde à vous de tâche. jouer. Effectivement, on va poser cette question sur deux jeux qui ont, on va dire, connu et connaissent encore un succès qui n'est plus à démontrer. Terraforming Mars d'un côté, Ark Nova de l'autre. Le premier date de 2016, le deuxième de 2021, plus récent. Ils ont quand même pas mal de similitudes. On va voir qui de nos deux chroniqueurs, entre Stéphane et Yoël, va être le plus convaincant. Stéphane, tu vas donc commencer par Terraforming Mars. Ouais. Je te laisse donc ta minute. Attention, Sablier, il est là pour Je te laisse retourner. quand tu veux. Go. Donc, on me demande de choisir entre aller voir Star Wars ou Chantal Goya qui chante Pandi Panda. Donc, c'est assez rapide. Déjà, j'aime commencer avec des jeux où on joue en société. Un jeu de société, il faut être plusieurs. Il faut jouer au même jeu en même temps, pas juste certains dans son coin et tout ça. Terraforming, on a des cartes, on récupère ces cartes dès le départ, on les draft, on choisit. Chaque choix est important, ça coûte cher, ça coûte des thunes. Les thunes, on n'a pas beaucoup. Derrière ça, on va devoir se développer correctement. On a un plateau de jeu central où tout le monde joue dessus, qui est visuel, qui ressemble à quelque chose. Je ne parle même pas du fait d'acheter la big box et tout ce qui va avec. Ça ressemble à quelque chose, on n'a pas chacun un petit plateau plus ou moins cheaté, et on va pouvoir ainsi vraiment se battre vers des objectifs communs que l'on voit, qui sont clairs, ou sur lesquels on avance. On va développer quelque chose, une mécanique que tout le monde voit, et on va vraiment avoir ces petits cubes, cette gestion, qui vont servir à autre chose que juste acheter des petits enclos qu'on fait clic-clac dessus pour mettre un pseudo-animal, on ne sait pas où il est. Et derrière ça, c'est fini. non, mais c'est trop cadre, mets-moi 30 secondes là. Non. Dire qu'on avait droit à la mauvaise foi et le tac. Yoël, C'est pas vrai. tu es prêt à répondre? Il faut bien, écoute. Ark Nova, Déjà, Ark Nova, c'est un produit qui est incroyable. Sablier, Sablier. Sablier. Voilà. On est sur un jeu qui est accessible au plus grand nombre pour de l'expert. D'ailleurs, il a eu le diamant d'or grâce à ça, ce côté non clivant. Il a ce côté satisfaction immédiate quand tu joues, que tu perdes ou pas, tu es content de ta partie, parce que la thématique est cool, parce que tu auras fait des choses, que tu auras avancé. Et même si tu prends un éclat, c'est pas grave à la fin. Il y a aussi ce côté où les parties vont être toutes différentes, mais ça, pour le coup, soyons honnêtes, ils partagent ce trait de caractère avec Terraforming Mars. Ce côté, il y a plein de cartes différentes, toutes les parties sont différentes. Ça, c'est assez chouette. Et enfin, le jeu est extrêmement facilement sortable grâce aux rangements qui sont mis dans la boîte. Donc, on est vraiment sur un jeu qui est très cool, mais aussi sur un produit marketing qui est vraiment très bien pensé et très malin. Et je pense qu'il est stylé Diamant d'Or, c'est pas complètement pour rien. Le jeu a ce côté vraiment fédérateur à ce niveau-là. À noter également que le jeu est effectivement, à mon sens, mieux à deux parce qu'il y a plus d'interaction, tu vois ce que fait l'autre, tu le surveilles et tu joues pas dans ton coin tout seul avec des bichons sur Mars. Ça, c'est un détail. Tu as fini? Tu as encore un petit peu de temps? Tu offres Non, c'est pas la ton peine, temps. je suis efficace. J'ai l'impression que Sablier est beaucoup plus long. Est-ce qu'on a regardé effectivement? C'est moi qui ai fait les chronos, qui ai Ouais, vérifié, je t'inquiète pas. pense que là. Tout va bien. Bon, deux avis qui sont assez tranchés.
Dim, est-ce que Bah. tu voudrais faire une petite synthèse? Disons, je trouve qu'on a oublié le sel un peu de certains jeux, en fait, parce que c'est toujours dur de comparer un jeu comme Ark Nova qui vient de sortir, qui n'a pas d'extension, et un jeu comme Terraforming, où le jeu a pu évoluer au fur et à mesure. Moi, je suis un grand fan de Terraforming, avec ses extensions, Ça biaise un peu déjà le débat quand même. Hein. mais j'ai fait énormément de parties d'Ark Nova. Donc, c'est non recevable. Mais Je tente. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a un Ark Nova qui, pour moi, a un petit défaut, c'est l'interaction. Et un jeu qui est mieux à 2 qu'à 3 qu'à 4, ça répond pas forcément aux caractéristiques que je veux d'un jeu de société. Donc, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de partager, et donc, mon cœur sera à à Terraforming. Terraforming, bah ça on s'en doutait Mais un petit peu, moi j'ai envie de dire. C'est limite un carton jaune parce que. C'est logique, il n'y a eu même pas photo, il n'y a pas match. Chantal Goya au Star Wars, c'est en... Ouais, mais bon, après, il y a quand même, comme disait Dim, une extension qui devrait Voilà, arriver donc, voilà. bientôt pour Ark Nova. C'est ça, on pourra le juger après. Je pense que comparer les deux, il faudra les comparer avec des extensions des deux côtés et continuer à avancer et voir s'ils réussissent à rétablir ces interactions qui n'existent pas encore trop dans Ark Nova. Mais d'un point de vue actuel où les gens jouent beaucoup plus souvent à deux, est-ce que c'est pas du coup une qualité que le jeu marche bien à deux? Ce qui est moins le cas de TFM par exemple. Après, tu joues à deux dans ton coin quand même. Bah non, justement, je trouve qu'à deux pour le coup c'est vraiment Non. interactif. Justement, c'est bien plus interactif à deux qu'à quatre. Vraiment interactif. T'es Tout sûr dépend de l'échelle. Tout dépend de référentiel, mais ça marche. Mon propos fonctionne. C'est plus interactif que la bataille ou que d'autres trucs. Ouais, Il me convainc pas trop. En fait. te convainc pas trop. Non. Petite information, donc je rappelle, Terraforming Mars, Jacob Frexielus, illustré par Isaac Frexielus par Freeze Game. Donc, Illustré, restons cool Ouais, quand même. Hein, il a pris- est-ce qu'il a pris des photos sur le net? On n'en sait rien. Il a quand même remporté Diamant d'argent en 2017, finaliste de l'EGA en 2016, nommé au Kennerspiel en 2017 et As d'or expert en 2018. C'est quand même un beau palmarès, j'ai envie de dire. Et puis Ark Nova, bon, qui vient tout juste de sortir, mais qui a déjà eu le Diamant d'or 2022, l'EGA 2021, et il aura été recommandé au Kennerspiel 2022. Bon, on verra bien la suite. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Président, ou les autres? C'est deux beaux jeux qu'il faut absolument essayer et vous pouvez y et aller. pour l'anecdote, je crois que hier, au moment de ton émission, le jeu est arrivé 6ème sur BGG, à savoir à une place d'écart avec TFM. C'est assez rigolo Voilà. en termes de timing. Donc affaire à suivre. Voilà. Affaire à suivre. Mais une Ouais. fois de plus, là aussi sur BGG, TFM est devant. Oui, mais parce qu'il y a le moins de votants, je pense. Pop, 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 pop. On va arrêter un petit peu. Et puis on va passer tout de suite à notre prochaine séquence qui est la boussole ludique. On passe à la première partie de notre boussole ludique. Alors quel est le but de cette boussole ludique? Eh bien c'est de prendre un jeu et de le placer au cœur de 4 autres jeux qui vont avoir des points communs avec celui-ci. À gauche, un jeu qui sera un peu moins complexe et qui reprend la mécanique de base, du jeu central bien entendu. À droite, un jeu un peu plus complexe, mais également au-dessus, un jeu qui partage une variation de la même mécanique. Et en dessous, un jeu qui partage un même ressenti ou une sensation de jeu. Le jeu au cœur de cette boussole ludique est donc Living Forest aujourd'hui. Il a été créé par Aske Christiansen, illustré par Apolline Etienne et édité par Ludonote. Un petit peu de rappel, il a quand même reçu l'As d'or initié 2022 et également le Kennerspiel 2022. Chacun donc de nos chroniqueurs va proposer un jeu qui sera le moins complexe autour de cette boussole. C'est ça, juste un petit rappel sur la boussole, c'est vraiment pour donner des repères ludiques aux gens. On sait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeux, et là le fait de rapprocher un jeu de 4 autres, ça permettra de donner envie d'y jouer si on connaît les autres, ou d'aller vers les autres si celui qui est au centre est apprécié. C'était nécessaire de faire cette petite précision, Président, et on va commencer du coup avec Siegfried qui va nous proposer son jeu moins complexe. C'est à toi, Siegfried. Alors, j'ai bien sûr opté pour Mystic Veil. L'un des atouts de Living Forest, c'est de mélanger diverses mécaniques, mais le cœur du système mécanique, c'est le deck building avec une notion de stop ou encore, qui reprend clairement Mystic Veil. Enfin, on ne peut pas jouer à Living Forest sans penser à Mystic Veil, parce qu'on a vraiment cette idée de dévoiler les cartes de notre deck les unes après les autres, en essayant de s'arrêter avant de faire exploser son deck, de perdre son tour parce qu'on aurait dévoilé trop de symboles de corruption sur les différentes cartes qu'on aurait dévoilées. Et un système qu'on peut compenser en allant acquérir des cartes avec des symboles de purification. C'est parfait. Siegfried, 30 secondes. Nickel. Yoel. Charlatan de Belcastel.
Parce qu'effectivement, le côté stop ou encore, Mhm. qui est vraiment très présent. Et surtout, on retrouve ce côté où si jamais j'explose ou je spoil ou peu importe, j'ai qu'une action au lieu de deux à l'arrivée. Ce qui est le cas aussi à Charlatan où du coup tu choisis l'achat ou la thune. Et du coup, voilà, donc je trouve ça assez similaire. J'ai une préférence marquée pour Charlatan parce qu'il est plus accessible, plus immédiat et tout le monde joue en même temps, donc c'est assez chouette. Voilà, mais effectivement, c'est ce qui me fait penser un peu à ça. Ok, merci Yoel. Voilà. On va passer tout de suite à Karine. Quel est ton jeu? Alors moi, c'est la planche des pirates, à l'extrême opposé du spectre. Personne ne connaît, hein, évidemment, Non, ça, qui je n'est te pas confirme. encore sorti. C'est Ça va un aider, jeu ça. qui va être en 6+, chez The Flying Games. Et j'ai gardé comme principe commun à ces deux jeux le stop ou encore avec des cartes. Dans la planche des pirates, on va dévoiler des cartes objets. Et si on dévoile 2 fois le même, eh bien, on est puni. Hein. En gros, on avance sur la planche des pirates. Donc c'est un jeu pour enfants. Et Mhm. si vous avez aimé Living Forest et vous voulez vivre une expérience similaire avec vos kids, bah, il y a la planche des pirates. Ok, parfait. Stéphane? Alors, stop ou encore? Ben, stop ou encore. Can't stop. C'est quand même la base du jeu. Globalement, on jette des cartes ou on jette des dés, on va tirer quelque chose, on s'arrête pas, et puis on est puni, on n'est pas puni. Mais le Living Forest, quand j'y joue, c'est ce que je retiens d'abord. C'est vraiment cette partie stop ou encore. Et si je dois y jouer à un stop ou encore, je préfère jouer de loin à Can't Stop. Ok. Et Dim, quel est ton Eh bien, choix? moi, je vais partager l'avis de Quel Steph, beau choix! Ah là 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 là, un can't stop. parce que je trouve qu'on revient vraiment à la base et à l'ADN de ce que je ressens dans Living Forest. C'est cette notion de dire, je vais prendre le petit risque supplémentaire et d'un seul coup, je vais être puni. Et dans Can't Stop, on a le parfait ressenti de cette sensation. D'un seul coup, je ne fais plus de montée parce que je suis allé trop loin. Ok. Et donc voilà, je pense pour commencer, avant de passer à Living Forest, Ouais. ou si vous l'aimez, vous pourrez peut-être passer à Living Forest. Ok. Bon, maintenant je vais choisir lequel. Alors mon cœur balance entre Can't Stop et Charlatan. Mais du coup, je pense qu'on va quand même partir sur Can't Stop. Hein. Désolé Yoel, il y en a quand même deux aussi qui l'ont proposé. Donc notre jeu moins complexe, mais qui se rapproche de Living Forest, c'est donc Can't Stop. Et vous allez retrouver tout au long de cette émission les autres éléments et autres jeux qu'on va placer autour de la boussole ludique. Et on va tout de suite passer à la première chronique. Première chronique de l'émission, c'est Dimitri qui va nous présenter le jeu Imperial Steam et qui va nous dire pourquoi il l'a aimé et vous faire envie d'y jouer. Un petit peu de rappel, c'est un jeu de 2021 qui a été créé par Alexandre Dumer, illustré par Andreas Reich, édité par Capstone Games et localisé par Super Meeple. Un poids sur BGG de difficulté 4,13 sur 5, c'est quand même costaud. Dim, qui a quelques minutes pour nous présenter Imperial Steam. Imperial Steam, en fait, ça a vraiment été un coup de cœur cette année. C'est un jeu un peu atypique parce que c'est un jeu de train dans la série des jeux de train avec livraison, mais qui a une originalité forte. C'est-à-dire que le cœur n'est pas la livraison, mais bien tout un système d'action qui donne des choix super variés et qui est réglé au cordeau. C'est-à-dire que rien ne pardonne dans le jeu. Et c'est ça que j'ai apprécié. C'est un vrai défi où on doit prévoir plusieurs coups à l'avance et où on peut être puni à la fois par le jeu et par ses adversaires. Donc ce défi, j'adore ce type de défi. Par contre, c'est aussi les limites du jeu. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont le trouver beaucoup trop punitif parce que rien ne pardonne. L'originalité aussi, c'est un jeu qui n'a quasiment pas de hasard. Et ça, c'est rare. C'est-à-dire qu'on analyse le setup, on peut prévoir quasiment tout ce qu'on va faire jusqu'au bout, en sachant que les adversaires vont venir nous empêcher à des moments donnés de faire des choses. Et je peux que le recommander, en sachant qu'il faut vérifier si c'est votre type de jeu. Parce que sinon, vous serez très déçu et vous pouvez passer un moment très compliqué. C'est très très dur quand même. Hein. On peut vraiment passer complètement à côté de la partie. T'en as fait à peu près combien, tu penses J'ai dû en faire une bonne douzaine de parties, en fait, je pense. C'est quand même, on a dit, du gros jeu. Et par contre, ce qui est très satisfaisant, c'est quelquefois des gens qui ont pris des grosses claques, en fait, avec un écart de score très important, se sont quand même fait plaisir et avaient envie de rejouer. Et ça, c'est assez rare dans les jeux où il y a des gros écarts. Ok. Bon, on va demander l'avis à nos chroniqueurs. Qui a envie de donner son avis sur Karine?
Oui, bon, bah, pour moi, ce sera plutôt bof, hein, je suis pas masochiste. Donc, a priori, les trucs super punitifs où un ou deux joueurs sont mis de côté parce qu'ils découvrent le jeu, il y a trop de gros écarts entre les joueurs, c'est pas trop ma cam. Donc, je vais passer, je pense. Même si c'était très bien expliqué, je te remercie de ça parce que du coup, maintenant, je sais que j'y jouerai pas. Ouais, c'est ça, mais c'est le Et principe. t'économises 80 balles. Et ça, Ça n'a c'est pas de bien. prix. Joël, C'est 80 balles. Je vois que tu as un gros nom sur Ouais, ton. en fait, j'aime bien le jeu, mais je trouve que les conditions pour le sortir pour jouer dans de bonnes conditions, c'est trop compliqué. Ouais. Ça demande 4 joueurs de même niveau qui apprécient ce type de jeu. Et au final, ça arrive pas souvent. Moi, j'ai fait des parties où le score du premier est supérieur au score des 3 autres joueurs cumulés. Ouais. C'est sale comme rousse, quoi. Il y en a genre 2 qui s'amusent et 2 qui sont là, genre. Ouais, est-ce qu'il y a un réel plaisir Ça du va, coup toi, à se faire. tu passes une bonne soirée? Ouais, pas trop. Hein. Ouais. Donc voilà, je trouve que ouais, le jeu est cool, mais les conditions pour y jouer de manière optimum sont trop dures à réunir pour en faire un jeu qui est dans ma ludothèque. Tu vois, c'est ça. Ouais. Après, la table est cool et ça se présente, je vais jouer avec plaisir. Hmm. Mais ça arrive pas assez souvent. Voilà. Mais tu as eu des sensations, en fait, sur les joueurs qui se faisaient larguer d'office de rejet? Parce que moi, j'ai eu des parties où les gens se prenaient réellement une grosse tôle et avaient vraiment envie de rejouer en se disant j'ai fait des ouais, conneries non, moi, il y a eu un et je vais blocus affronter. genre non négociable, genre c'est mort, je joue pas à ça. D'accord. Je préfère faire un truc drôle, genre la vaisselle, tu vois. À peu près. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, c'est Ah genre. oui, entre non, Imperial Steel et la vaisselle, ouais, tu la préfères vaisselle. la vaisselle. Team vaisselle. Ah ouais, Ah team ouais, vaisselle. non, ça s'est pas bien passé. Hein. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis ou c'est bon? Stéphane? Je peux contrebalancer. Ouais, Parce vas-y. qu'effectivement, il faut un petit peu de oui Petit peu. dans l'équipe ici. Parce qu'effectivement, Dimitri l'a expliqué, tu l'as dit aussi, il faut jouer à Imperial Steam avec le bon groupe. Ah oui. Et donc, c'est vraiment un jeu que si vous savez y jouer en club ou n'importe quoi, jouez-y pour voir si c'est votre trip. Parce que sans ça, effectivement, c'est cher. Mais sinon, c'est très très intelligent. Intellectuellement parlant, c'est vraiment super. C'est vraiment une réflexion. Il n'y a pas de hasard. On gère tout et on ne fait pas d'erreur. Et ainsi, on gagne. Ok. Ben, Président, dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est de dire j'ai rarement vu un jeu qui était aussi bien réalisé, millimétré, où toutes les actions avaient un rôle. Et c'est un vrai plaisir quand on arrive à enchaîner. Et un vrai coup de cœur, je pense. Ah oui, c'est un vrai coup de cœur. Ok, merci à tous pour ces avis avisés, justement. Et on passe tout de suite à notre premier match de l'émission. Premier match de l'émission, c'est un match à 5 qu'ils vont disputer sur une thématique de jeu. Ils vont nous proposer, chacun de nos chroniqueurs et notre président, le jeu sur le thème des pirates qu'ils préfèrent. Ils vont tous avoir 30 secondes pour nous dire pourquoi c'est le meilleur. On va commencer tout de suite avec Siegfried. Tu as 30 secondes. C'est parti. Alors j'hésitais entre le trait narratif Forgotten Waters et Libertalia, mais dans les faits, Libertalia, c'est le jeu familial que j'ai le plus pratiqué ces derniers mois. Donc c'est un jeu qui est familial, généralement c'est pas trop ma came, mais en fait il est extrêmement facile à expliquer, il est très bien édité, donc j'insiste bien sur le fait que je parle de l'édition de 2022, qui a une DA un peu éthérée, qui a pu déplaire à beaucoup, mais qui rend le jeu assez consensuel, et finalement le graphisme rejoint assez bien la facilité de la mécanique. Et surtout, il y a cette rejouabilité qui a été ajoutée par la nouvelle édition avec 40 cartes différentes. Je rappelle qu'à chaque manche, les joueurs ne reçoivent que 6 cartes, les mêmes pour tous les joueurs, ce qui donne une rejouabilité qui est assez conséquente et surtout un côté stratégique assez intéressant, puisque du coup, on crée une interaction en utilisant les mêmes cartes que les autres, pour un jeu qui est extrêmement satisfaisant, malgré le côté très familial. Ok, bon, on a dépassé un petit peu les 30 secondes, mais Ouais, c'est mais pas du grave. coup, on va gratter parce Alors, que. dans l'autre sens, parce que... Ouais, Là, c'est- Libertalia par ici. Oui, Dans non, l'autre parce sens, que là, c'est évidemment. Alia Berti. Libertalia. Mais du coup, l'ancienne version, pour une raison toute simple, c'est que je n'ai pas encore joué à la nouvelle. Ah oui, Voilà. ouais. Mais j'aime beaucoup l'ancienne, ce côté un peu genre pirate des docks, un peu sale, tu sais, presque. Après, elle est foutraque, hein, elle est pas équilibrée, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Mais le jeu a un vrai plaisir, t'aimes bien foutre des saloperies aux copains. Il y a vraiment ce côté genre plaisir immédiat Ouais. que tu retrouves pas dans d'autres trucs. Et rien que pour ça, moi j'ai dit j'aime aussi un jeu pour ses défauts. Et ben là, ça me convient, tu vois, genre ok, c'est pas équilibré, je m'en fous. T'en vois, fous, genre, tu passes un bon ouais, moment. je m'éclate, voilà. Et qui a gagné? Who cares? Ok, Voilà. Donc Libertalia, on est pour ici. donc 2 Libertalia. Ouais, On mais- passe maintenant du coup à Karine. Quel est ton jeu de pirate préféré? 30 Alors, secondes. moi, ça sera évidemment un jeu dont personne n'a entendu parler. Encore? Ah oui. Parce que c'est mon truc, ok? Donc c'est Rattle Battle Grab the Loot. C'est un jeu où il y a des brouettes de dés, ok? Rattle Battle, c'est ça le bruit, c'est le bruit Ah oui. que feront les dés quand on les lance. Et on lance donc des tas de dés pour construire son bateau, pour s'équiper de canons, etc. Et aller poutrer les autres, leur foutre des coups de canon. J'y ai joué il y a 1000 ans, mais j'en ai gardé un super souvenir, quoi. Voilà. Ok, Rattle Battle Grab the Loot. parfait. Tu l'as ça? Yes, of course. Il Ah faudrait oui, essayer il est un pas jour, fait. ça a Ah l'air ouais, rigolo. ouais. Stéphane? Eh bien, ça c'est la team, le jeu que vous ne connaissez pas. Ah oui. Shiver Me Timbers,
qui est un jeu qui est sorti déjà il y a au moins 2 ans, je pense. C'est un jeu, on dit pirate, on dit bateau. Dans chaque Myth & Burst, vous avez des bateaux qui vont être modulables, sur lesquels on va augmenter la taille de la cale, on va augmenter le nombre de voiles qu'il y a dessus, et des canons qui sont autour. Des canons parce qu'on va attaquer. Il y a tout un plateau de jeu qui est modulable, va être divisé en plusieurs îles. Et dans ces îles, on va aller d'un endroit à l'autre, on va faire du commerce, on va acheter des trucs, on va attaquer des vaisseaux français, anglais, espagnols qui sont dans le coin. Et en plus, il va y avoir des combats entre les joueurs ou avec les vaisseaux autres pour un combat qui va être sur la planche. On va jouer des cartes, on va faire avancer, reculer l'adversaire pour essayer de le faire tomber et l'éliminer. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut dans un jeu de pirate. Et même de la monnaie, même des objectifs, on va déterrer des trésors. Enfin, ce jeu-là a tout ce qu'il faut pour un jeu de pirate et il n'y en a aucun autre qui a Oh là la là, même chose. oui, carrément. Dim, quel est ton jeu de pirate que tu as choisi? Donc mon jeu, c'est Francis Drake. Donc dans Francis Drake, on retrouve un peu la philosophie d'Aiguisia, mais avec tout un ensemble où on va pouvoir s'affronter au cœur du plateau. Donc c'est Aiguisia à la sauce pirate, c'est mon coup de cœur. Ton coup de cœur Express. Merci à tous de nous avoir donné vos avis. Et puis vous aussi en commentaire, n'hésitez pas de nous donner vos jeux de pirates préférés. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de la boussole. Retour sur notre boussole ludique où nous allons maintenant déterminer le jeu qui propose une variation mécanique. Et nous allons donc donner la parole à Stéphane. Moi, ce sera les tavernes de la vallée profonde ou tavernes de Vanity Fatal, parce que dans le même genre, on va aller chercher des cartes, on va piocher des cartes qui vont, à la place d'être pour la création au niveau de Living Forest, on va créer au niveau de notre taverne. Avec ces cartes, on va développer quelque chose, on va construire quelque chose, différents choix, et donc on se retrouve vraiment dans le même type de mécanique. Une série de cartes sur lesquelles on va s'appuyer pour développer quelque chose au niveau du jeu. Très bien. Karine, c'est à toi. Alors pour une fois, je vais proposer un jeu que tout le monde connaît. Oui. Voilà, pour changer. Everdell parce que c'est un jeu où on construit son tableau. Vous noterez le non-emploi du mot tableau building. Et dans un univers qui est assez proche. Donc au final, au niveau mécanique, j'ai trouvé que c'était assez proche de Living Forest. Voilà. Ok, parfait, c'est clair, net, précis. Merci Karine. Yoel, ça va être beaucoup moins précis, Manque je d'un sens. speed. Ah ouais, alors là. Mais de ouf. Et du coup, Star Realms pour la partie vraiment deck building. Ouais, Voilà. T'es sûr que tu Est-ce veux. que j'ai besoin d'argumenter vraiment? On n'est pas sûr. Ok. hein. Donc On n'y croit pas. tu veux déjà avoir. Moi, je pense que ça Édition. mérite quand même un Ça petit mérite, carton ça. et ça mérite un chapeau requin. C'est vraiment très, Parce très que bien, là, ce là, chapeau. là, c'était. Ah, mais je suis coiffé en plus, t'es relou. Quoi. Ah, mais là, voilà. Est-ce qu'il rentre déjà? Et le silence? Évidemment, j'ai pas Et eu le silence pendant Et le ouais, silence pendant 30 président a secondes. demandé. Ouais, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Siegfried, bah vas-y. Mystic Veil, évidemment. Non, le retour. Parce que au deck building avec Stop ou encore, qui est un point commun fort entre les deux jeux, Mystic Veil ajoute la dimension de card crafting, où au lieu d'acheter de nouvelles cartes dont on va enrichir notre deck, on va acheter des améliorations de cartes qu'on va insérer dans les sleeves, ce qui fait qu'en fait chaque carte qu'on va créer, chacune des cartes de notre deck va pouvoir être constituée de 3 améliorations personnalisées qui créent du coup une dimension de dilemme et de course encore plus tendue que dans Living Forest, C'est pour un long, jeu qui est 30 secondes. similaire, mais en fait avec une vraie différence mécanique. Deuxième chapeau de requin. Ouais, on va pouvoir les cumuler. Hein. Ça va, hein, eh oh. Dim. Eh bien moi, de façon un peu inattendue, Seven Wonders Ah ouais, Duel. bah ouais. Et Seven Wonders Duel, pourquoi? Parce que dans Living Forest, on a plusieurs façons de gagner. Et j'ai retrouvé vraiment cette sensation dans Seven Wonders Duel. C'est-à-dire qu'on peut gagner avec la science, avec l'armée, avec les points de victoire. Et dans Living Forest, c'est exactement un parallèle avec la victoire en fonction des flammes, des arbres et autres. Donc c'est des jeux où on peut gagner de façon très variée. Il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est pour ça que je l'ai rapproché de Seven Wonders Duel. Oh là là, donc le choix va être dur parce que là, il y a bon, à part Duel, on a commencé à avoir l'habitude. Enfin, là, 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 là. Est-ce que. Ouais, mais non, mais alors du coup, toi, si tu devais choisir vers un de tes coéquipiers, tu penses ça. Seven Wonders Duel, du coup, on l'attendait pas. Bah non, mais c'est ça. Et je trouve que l'explication est plutôt cohérente. Ouais, il m'a Indépendamment un du peu fait qu'il est convaincu président, aussi, en plus, hein, et que du ouais. Fayot, tu vois. Mm. Un peu. Mais Stéphane aussi était pas mal dans son argumentaire. Mais alors, je vais peut-être pour l'audace, allez, peut-être pour faire. Voilà, je vais choisir Seven Wonders Duel. Voilà, ouais, je pense que oui. Hein. Bon, bah, c'est parfait. Merci à tous et on va passer tout de suite à la prochaine chronique.
Deuxième chronique de l'émission, et c'est Stéphane qui va nous la présenter. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une petite thématique sur ces chroniques qui sont un petit peu les jeux de train, les jeux de rail. Et le jeu en question qu'il va nous présenter, c'est The Transcontinental, qui est sorti là tout récemment en KS pour les backers en 2022. Qui a pour auteur Glenn Dresser, qui a pour illustrateur Glenn Dresser et qui a pour éditeur Glenn Dresser sur sa société Wheelhouse Games. Donc le gars a donc été auteur, il s'est dessiné et en plus il s'est édité. Il est polyvalent. Il est polyvalent, mais ça c'est une qualité qu'il faudrait tous qu'on ait. C'est pas le cas autour de la table, mais je ne donnerai pas de nom. Sur le poids au niveau difficulté BGG, on est à 3,39 sur 5. Stéphane, explique-nous ce que c'est. Transcontinental, d'abord, c'est un thème important. C'est-à-dire que le Canada a récupéré des terres et ils ont besoin de faire un rail qui va de l'est à l'ouest. Et pour ça, ils ont lancé un train qui va aller d'un côté à l'autre, qui va traverser plusieurs villes, qui va amener via 3 wagons ce qu'il y a besoin pour construire des rails, c'est-à-dire des ouvriers, des barres de fer et du bois. Et les joueurs vont s'occuper à charger ou décharger ce qu'il y a dans ces wagons au fur et à mesure des villes traversées. Pour dire que quand le train passe à telle ville, il faudra décharger ou charger quelque chose dans le train, on va envoyer des télégrammes. Des petits télégrammes que chaque joueur va placer avant que le train ne parte. On va décider à tel endroit je ferai ceci, tel endroit je ferai cela, et puis le train avance, et à chaque fois qu'il arrive, il va activer, le joueur va dire moi je fais ou je ne fais pas une action grâce à mon télégramme. Cette action de télégramme va me permettre de construire soit la ville qui est là-bas, donc développer les nouvelles cités qui sont au Canada, donc on va décharger tout du train, soit on va dire on charge dans le train des nouvelles ressources pour aller en bout de ligne. Quand le train arrive en bout de ligne, chaque joueur mise sur ce qu'il veut dépenser pour construire, participer à la construction des rails. Celui qui a dépensé le plus va gagner plus de ressources, on va avancer plus loin, le train va avancer de quelques cases, va atteindre de nouvelles villes, puis il va faire demi-tour, il va repartir dans l'autre sens, et si les joueurs n'ont pas joué tous leurs télégrammes ou ne les ont pas activés lors du premier passage du train, ils vont pouvoir remettre des télégrammes pour dire au retour, fais ceci, fais cela. Et donc on va avoir un train qui va avancer, qui va reculer, et à chaque fois les joueurs vont programmer une série d'actions. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit twist par rapport à ceci, c'est que les wagons, ils sont à double usage. On peut soit placer une ressource, soit une autre. Et quand un wagon est vide, quelqu'un veut charger l'autre ressource qui va avec ce wagon-là, il peut le faire. On retourne le wagon, mais du coup, ce que notre joueur avait prévu plus loin dans un télégramme, il ne saura peut-être pas le faire. Et donc, on va devoir s'adapter, vider d'abord le train, les wagons, pour pouvoir le récupérer. Il y a toute une gestion de développement des villes qui sont en chemin, parce qu'en plus, les télégrammes touchent 2 villes qui sont proches quand le train arrive. Et ceux qui ont participé au développement de la ville vont avoir des actions bonus quand le train repassera ici, pour peu qu'ils envoient un télégramme au même endroit. Et donc, on a toute une gestion de développement. Ces constructions, ces poses de comptoir par le développement d'une ville vont me permettre d'avoir aussi des bonus, de points de victoire sur des objectifs personnels. Donc, il y a plein de choses à faire avec un aller-retour jusqu'à ce qu'on atteigne le Pacifique. Voilà, ça c'est un petit peu le gros pitch de Transcontinental. Parfait, merci. Tout le monde y a joué autour de la table? Oui. Oui, non. Non, oui, Je non. crois qu'on est quelques-uns. Ouais. Dim, tu veux donner ton avis? Avec plaisir en fait. Je trouve qu'on a un jeu de train qui est pas tout à fait dans les mécaniques habituelles du jeu de train, qui offre pas mal de possibilités tout en ayant des règles simples. C'est-à-dire que le fait d'offrir un train qui se déplace et qui va actionner des effets soit à l'aller soit au retour, déjà c'est assez original, et en plus que chaque case soit composée de 2 actions différentes, ça ouvre le champ des possibles, et c'est vraiment très plaisant, tout en ayant des règles très accessibles. Ok. Noël, toi, t'as pas joué? Si, moi Si, j'ai même bien aimé. Tu avais bien aimé? Non, j'ai bien aimé, mais en général. Pas mal de bonnes idées, effectivement, ce côté. Alors pour le coup, tu joues vraiment avec les autres. Là, il n'y a pas de. Pour le coup, c'est un Eurogame à forte interaction. C'est assez malin, tu peux vraiment faire chier un peu les copains. Ouais. Peut-être un truc moi qui m'a un petit peu dérangé, c'est ce côté, vu que tu fais vraiment ce que tu veux en termes d'action sur la piste de rail, c'est que si jamais tu es au début et à la fin, et que tout le monde joue entre deux actions, t'attends un peu ton tour. Ouais. Après, je pense que si tout le monde connaît bien le jeu, ça peut aller assez vite. Mais sur la première partie, il y a des moments où tu peux pendant un petit quart d'heure te dire ouais. Un petit quart d'heure. Ça dépend les gens. Puis il y a aussi le côté twist en chair, moi j'avais bien aimé. Ouais, c'est très cool. En milieu d'allée au final. Ouais, non, il y a vraiment de très très bonnes idées, je trouve. Il y a pas mal d'interactions pour quand même un gros jeu. Qui veut intervenir? Karine, Siegfried? Siegfried, est-ce que tu veux y jouer après ce pitch? Ouais, c'est ça. Tu n'y as pas joué.
Non, je n'y ai pas Et joué. est-ce que tu as envie d'y jouer Ce maintenant? Bah oui, soir, ça- entre minuit et 1h du matin. C'est ça. Ça m'intrigue beaucoup, toutes les idées qui ont l'air un peu malines. Je suis pas forcément, j'aime pas forcément les jeux de train dans l'absolu, parce que c'est un thème qui ne me parle pas du tout. Ouais. Et il y a une rigueur dans la construction des connexions qui ne me parle pas forcément mécaniquement. Mais là, avec tous les petits twists qu'on a évoqués, les idées malines, moi, pour le coup, ça me donne assez envie, tout à fait. Ok. Karine, le mot de la fin? J'aurais presque pu dire ça mot pour mot, Ouais. à dire vrai. Hein. Donc, et le cadencement avec les télégrammes m'intrigue beaucoup, beaucoup aussi. Donc, ouais, je suis. C'est vendu. Allez, vendu. Et ben, Ok. vous savez ce qu'on fait après l'émission. Et puis on est clairement dans, on va dire, un faux jeu de train, parce qu'on Oui. met pas de rail. Non. C'est ça. Ça va être Voilà, Voilà, c'est- ça va être la bonne parole du président pour clore cette séquence. N'hésitez pas également à toujours de nous dire si vous y avez joué et si on vous a donné envie d'y jouer. On passe tout de suite à notre gros dos. Le gros dossier du jour, c'est une question, un sujet qui mérite qu'on prenne un petit peu le temps d'en discuter calmement, hein, toujours dans le respect de l'autre, mais ça je vous fais confiance pour ça, et puis pour vous donner quelques éléments de réflexion. C'est un moment libre et vous également n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo. Alors, notre thème, Kickstarter, stop ou encore? Grosse question, bien ouverte. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que la plateforme de financement participatif est devenue incontournable pour les jeux de société. Véritable machine à cash quand même pour certains projets et parfois même des désillusions pour d'autres. Les projets sont de plus en plus nombreux, ils ont des délais de livraison qui parfois explosent. Alors, il va falloir faire le tri. Est-ce qu'on en a encore envie? Est-ce qu'on en a assez? C'est la question que je vais poser à vous tous. Alors du coup, stop ou encore Kickstarter? Yoël, je sens que tu trépignes là. T'es Stop, là. stop pour beaucoup. Ah ouais? Ouais. En gros, stop dès que ça devient de la précommande. Déjà. Dès le C'est-à-dire moment précommande. où, Tu peux. genre, un truc con, tu prends genre un zombicide. Tu vois, c'est pas un petit éditeur qui tente de survivre et de faire un projet pour essayer de sortir. C'est juste de la précommande, tu fais du cash. Et voilà. Ouais. Donc, toute cette part. Alors, c'est discutable hein, là-dessus, mais ouais, dès que ça sent un peu trop le marketing pour moi, ouais, je vais avoir tendance à attendre la sortie retail généralement. Dimitri? Ouais, mais qu'est-ce qu'on appelle la précommande en fait? C'est ça, parce que la précommande peut concerner les petits aussi. Et quelquefois, le système du Kickstarter en tant que tel rend possible certains projets qui ne pourraient pas être financés parce que des fois il y a des ambitions d'illustrateurs, de graphistes et de matériel qui font qu'il n'y a que par un Kickstarter que le projet devient possible. Pourtant, ça peut être une précommande. Je vais prendre genre du Cool Mini ou du Mythic Games. Tu Ah oui, vois. mais Voilà, non, voilà, c'est ça. Je parle vraiment des gros. Là, on est sur du gros Oui, kilo bah, plastique. bah, Où là, complètement. c'est clairement. Tu vois, pour moi, là, clairement, c'est ni l'essence même de la plateforme, ni ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, Parce qu'on rappelle quand même de base, la plateforme au départ, c'était je suis un petit créateur Ouais, chez moi, et j'ai sans besoin plus. d'argent, j'ai besoin qu'on me finance mon projet, qui parfois, c'était même 3 fois rien. oui, mais c'est que le mec a juste pas forcément 5000 euros de trésor pour faire un truc, tu vois. Et ça, c'est cool. Karine? Bah, moi, c'est plus stop en ce moment. Hein. J'étais assez prompte il y a quelques années à dégainer la CD, je m'en foutais un peu, hein, c'est à dire vrai, et je pledgeais presque tout ce qui bougeait. Et là, avec le grossissement des factures qui atteignent des montants de ouf, précommande, pas précommande, je regarde les montants et je me dis non, quoi. Là, c'est pas raisonnable, c'est le budget, quoi. Ouais. Donc, Il y a une surenchère, ouais, là, j'ai tendance à lever le pied, donc j'en ai beaucoup moins. parce qu'on rajoute des add-ons, des machins, qui tout le monde a envie d'avoir Ouais. tout. Tu rajoutes la TVA et les frais de port, surtout. Ouais, en fait, juste même, ça. Ah en fait, même Juste sans parler des ça, add-ons, quoi. c'est fou. Siegfried, je te vois hocher la tête. Alors moi, j'ai jamais trop pledgé sur KS en fait. L'une des raisons étant que justement la plupart des jeux quand même finissent en retail, en Ouais. VF, et du coup payer plus cher pour les obtenir un peu plus tôt, ça me paraissait pas forcément pertinent. Mhm. Après, c'est aussi que je ne pledge pas les mêmes jeux Mhm. que vous, parce que forcément, quand on sait qu'un jeu ne va jamais sortir en VF ou ne va jamais sortir dans cet état, parce que il y a plein d'add-ons qu'on n'obtiendra jamais en retail, je comprends davantage l'intérêt du KS, sauf que maintenant, effectivement, les prix de TVA, les délais de livraison Ouais. explosent tellement que ça ne me paraît pas du tout intéressant de payer 100 euros de plus pour des add-ons qu'on ne jouera jamais. Oui, c'est ça, Parce c'est que surtout ça. recevoir 10 extensions avec son jeu de base, on sait très bien qu'on les sortira jamais. Ouais. Donc pourquoi ne pas plutôt attendre le jeu de base à 50 euros dans sa Mais est-ce boutique? que maintenant c'est vraiment vrai que tout ce qu'on voit sur KS ne sort pas entièrement en boutique? Moi j'ai l'impression que des fois je me dis en fait tout était déjà, même ce qui était plus ou moins KS exclusif, qui est même plus des. Enfin des fois Non? non, je suis pas sûr en fait. Ça va dépendre toujours pareil de la taille des projets. Il y a un projet qui peut être calibré dès le début pour avoir et une sortie KS et une sortie boutique parce qu'il y a les moyens, parce que après il y a d'autres projets qui peuvent absolument pas prévoir
leur sortie boutique tant qu'il n'y a pas eu un succès sur KS. Mm. Et ça, on est dans le facteur, parce qu'il faut voir qu'historiquement, Kickstarter, c'était du risque. C'est-à-dire que, aussi bien sur le jeu de société que sur les produits innovants, on mettait de l'argent parce qu'il y avait quelqu'un qui avait sorti une super bonne idée et qui disait « Oh, je vais avoir la nouvelle imprimante 3D et tout ça ». Alors là, si on ne reçoit pas les choses dans le milieu du jeu, Mm. dans le milieu des produits technologiques, moi, il y en a plein que j'ai jamais reçus du tout. Ah oui, carrément. Ah oui. C'est parce que les gens ils se rendent compte que c'est impossible à faire. Ce qu'ils ont Oui. annoncé. Est-ce que dans le monde du jeu, on ne reçoit pas tant de produits que ça? Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a assez, quasiment Tout est reçu. quasi, Non, enfin, pas un ou tout. deux. Enfin, Pas tout. ouais, mais c'est quand même assez marginal c'est pour le pas coup. beaucoup qui n'est Ouais, pas livré. le truc mais qui n'arrive T'as- pas à même leur terme, pas c'est tout. quand même Moi, vraiment très je- rare, je pense. Tu as une expérience, Karine, là-dessus? Si tu dis Oui, pas tout, oui, tu as des oui, choses que tu n'as jamais reçues, là? que je n'ai jamais reçu, des trucs de 2017, parce que l'entrepôt il a brûlé, Ah, parce mais que c'est véridique, mon tu ne chien le a recevras mangé jamais. le contrat, ou je sais pas quoi, enfin des trucs, on sait que ça ne sera pas livré, et voilà. Bon, bah, faut accepter, c'est le risque Ouais. aussi, quoi. Stéphane? Ouais. Moi, une chose que je déteste avec le KS, en fait, c'est une série d'éditeurs que je finis par blacklister. J'aime pas qu'on se moque de moi. Mm. Moi, je suis un pledger, je paye, j'avance les fonds, hein, donc j'évite d'avoir plein de frais. Quand je vois qu'après, j'ai payé, mais qu'on va d'abord livrer à Ouais. SN, les retail, et puis c'est seulement moi, et qu'il y aura 3 à 6 mois de différence, bah, c'est terminé, quoi. Mm. Je veux dire, faut pas se moquer de moi. J'aime que, en tant que picker, je sois livré en premier. Après, que ce soit d'abord un event ou d'abord le retail, on peut en discuter. Mm. Mais l'ordre normal, pour moi, ça reste quand même le baker, avec un petit peu de temps d'avance. Éventuellement un event, ça dépend comment ça arrive. Et puis après, le retail. Mais qu'on ait une différence, qu'on a un avantage d'avoir mis de l'argent, pris des risques, parfois attendu des années et des années, avant d'avoir quelque chose. Mais ça, je pense qu'on est vraiment dans la philosophie de ce que doit être le Kickstarter. Et c'est-à-dire que même quand on est petit, parce que nous, on a l'expérience. On rappelle, hein, toi, tu es Explorate. Oui, donc on a eu l'expérience de petits Kickstarter, donc on s'enlevait des millions, de choses comme ça, et on a quand même réussi à tenir des délais et à faire des produits qui étaient ce qui était annoncé, et avec des produits qui ont été développés. Autres. Donc il y a des possibilités. Par contre, ça demande de la rigueur, ça demande de l'anticipation, et ça demande de prendre des marges de manœuvre. Parce qu'on a beaucoup d'incertitudes, je dirais aujourd'hui, qui n'existaient pas avant. Alors avec l'effet Covid, ça a accentué des choses, mais il est encore possible de livrer dans des timings. Et des fois, on a l'impression qu'il y a quand même un peu de foutage de gueule quand ça dépasse une année de livraison. Qu'il y a eu un peu de retard, soit 2 mois, 3 mois, pour des raisons X ou Y. Après, un retard d'1 an, pour moi, il faut des justifications très fortes. Parce que c'est pas juste le coût du transport qui a évolué ou le Covid qui fait qu'il y a 1 an de retard. Ok, est-ce qu'on peut aller un petit peu là où ça fâche, à savoir, Vas-y. là, récemment, c'est Mythic Games sur Darkest Dungeon qui a demandé aux backers une rallonge. Ah oui? Ouais, une rallonge à cause de les frais de port ont explosé, machin, alors qu'ils ont levé quand même une somme assez monstrueuse sur le. Mais ils ont le droit de faire ça sur la plateforme, de redemander? Sur la plateforme, mais tu as le droit, Ouais. via le Pledge Manager, de Ouais, récupérer en mode des ça a fonds, augmenté, il y a tout 50 ça. balles à récupérer. Ah oui, sur le Pledge Manager, oui, effectivement. Techniquement, Et, tu as Ouais. le droit, hein. Alors c'est parce que c'est pas une vente, attention, c'est Kickstarter. Oui, c'est un dialogue. On n'achète pas quelque chose. On fait un don. C'est un peu ce qu'on disait don contre don à une époque, même si ça a pas mal évolué, mais je dirais le côté juridique autour, il reste quand même assez flou. Donc il y a des gens qui s'engouffrent sur certains éléments. Et ouais, la question c'est, les mecs te disent, genre, alors qu'ils ont déjà genre un retard monstrueux, ouais, il faudra raquer un peu plus alors qu'ils ont levé plusieurs millions. Tu sais, tu te dis genre, Ouais, la démesure du truc, quoi. ouais, et surtout, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est. Et ils le justifient comment? Alors, eux, c'est effectivement l'augmentation de ouf des coûts de transport et des matières premières. Tu vois, mais dans le même temps, tu as Fred Henry qui fait un post pour dire que finalement, lui, sur Batman 2, qui est un projet à peu près similaire sur les gros projets, hein, uniquement, genre, ça va. Genre, même lui comprend pas le post, et du coup, tu es là, genre, tu sais pas qui a raison, qui a tort, parce que t'as pas l'info. Mais c'est bizarre, tu te dis, genre, est-ce qu'il y en a pas un qui me prend pour un lapin de 6 semaines? Ouais. Et ça, on n'aime pas trop quand même. Parce qu'il y a vraiment eu quand même des problèmes suite au Covid quand même et aux différentes... Alors il y a eu une explosion des coûts, en fait, des fois on est passé à x6 le coût par boîte livrée, mais ce montant est maîtrisé, enfin plus tu es gros, plus tu as des moyens de trouver des solutions pour baisser un peu ce coefficient multiplicateur. Parce que tu peux optimiser des containers, après ça va jouer de 1 euro à 6 euros, on va dire au maximum sur les boîtes. Donc les boîtes qui sont très chères, on ne peut pas dire qu'elles soient impactées définitivement par cette augmentation uniquement de coûts de transport. Ouais, après, il y a d'autres enjeux et d'autres problématiques. En fait. Ouais. Notamment tout ce que tu disais, tout ce qui était délai de livraison, parce qu'après, une fois que c'est produit, il faut quand même l'acheminer. Il y a de la logistique qui est quand même assez importante. Est-ce que vraiment, quand on te dit oui, on a des retards, machin, est-ce que c'est pas pour
mettre la poussière sous le tapis. Ah bah, après, il peut toujours y avoir ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes réels, et il y en a d'autres qui vont profiter de ce contexte un petit peu flou, parce que nous, dans notre cas, on a réussi à livrer, et là, les jeux vont arriver avec presque un mois d'avance. Et on a eu le contexte de tout le monde. Ouais. Donc, oui, peut-être qu'il y a des choses qui sont bien passées pour nous, et il y en a d'autres qui ont eu des problèmes dans des ports ou autres, mais il ne faut pas non plus délirer. D'ailleurs, qui a quoi comme KS en attente là Trop Ouais, moi j'en ai, je crois, plus d'une quinzaine. C'est Voilà, trop, on c'est attend. trop. C'est Non, trop. c'est trop, hein, vraiment. C'est trop à quel point de vue? De tout. Après, t'as un côté un peu Noël. Mais est-ce ça que arrive. et c'est ça la question, c'est comme disait Siegfried, est-ce qu'on a le temps d'y jouer après? Parce que ça va arriver, il y a d'autres choses qui Est-ce que c'est la arrivent. question On a 46 000 add-ons avec 46 000 variantes de Tout trucs. dépend de ce que tu achètes en fait. Est-ce que tu achètes un jeu pour y jouer tout de suite maintenant ou tu achètes une perspective de jouer à un jeu? Et moi, c'est ce que j'achète. T'achètes du rêve. T'achètes J'achète du rêve. le moment et toute l'anticipation que je vais pouvoir avoir de jouer à ce jeu. C'est ça que j'achète, moi. Ouais. Donc je suis peut-être un peu atypique, Putain, moi, ça me et fait- du coup je m'en fous d'attendre un an, 2 Moi, ans, ça me fait etc. tellement l'inverse. Genre, en mode, si je vais y jouer maintenant, ça arrive dans 2 ans, ça me saoule, tu vois. Genre, j'ai peut-être plus envie quand Mais ça oui, va mais c'est arriver. ça, c'est qu'après, il y a Ouais. d'autres jeux qui sont sortis Bah ouais, peut-être, et tu sais plus les au budgets final, à ce moment-là, ouais, tu sais pas. Voilà. Vraiment, 2 moi, ans après, bon, tu dis, il n'était pas plus si novateur que ça au moment où ouais. il sort vraiment. Moi, je serais un peu partagé là-dessus. C'est-à-dire que oui, je suis prêt à attendre parce que ça fait un peu l'effet cadeau. On ne sait jamais quand il arrive, le Kickstarter, mais pas trop longtemps. Non, mais c'est. Bah, je veux bien, genre 2 voilà. semaines. Non, mais ce que je veux dire, même non. 3 mois, 4 mois, jusqu'à 6 mois, il y en a plein, oui. Quand on dépasse l'année, pour moi, c'est un peu plus Ouais, je problématique. sais que là, moi, j'attends. Stéphane, attends, on va donner la parole à Ouais, Stéphane. Moi, c'est mon idée, c'est un an. Je paye maintenant pour l'année prochaine, et voilà, c'est plus ou moins ça. Mais j'ai pas 25 000 KS, je mets Mais un du coup, petit toi, euro. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et par rapport à ce que disait Karine, toi, tu as perdu ce côté envie. T'as plus la flamme en disant, ah ouais, je vais peut-être je vais y aller, ou J'ai jamais eu la flamme. t'as jamais eu la Mais- flamme. Ah, bah, ça, c'est- Mon Ok. premier KS, Rien à foutre. c'était Takenoko, et ça a duré 2 ans et demi. Ça m'a dégoûté de Ah, la oui, vie. direct. Donc après, j'en prends un par an. Je me dis, bah voilà, quand j'en ai un qui arrive, j'en prends un autre. Parce ainsi. que t'as Ou pas le alors, c'est côté. vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie. Et là-bas, l'argent, tu te parlais d'argent tantôt, c'est pas un truc qui me dérange, moi. Je suis prêt à payer pour un jeu que j'ai vraiment envie. Mon KS en cours, c'est Château de Bourgogne. Belle réédition, bonne Au Weekend- réédition. au Weekend Enfin, Ring, des images visuellement correctes, avec un truc intéressant, tout ce qui a été fait derrière. Et il coûte cher. Je l'ai payé, je n'achète pas les 3D, je m'en fous, mais la version de base coûte très cher. Et je sais pas si on va me demander des frais de port ahurissants derrière. En fait, je m'en fous. Parce que acheter un jeu qui me plaît bien, que derrière je vais acheter des sleeves, que je vais acheter un truc sur ici pour augmenter sa valeur, bah, au final, quand je t'achète un truc sur ici, je paye la moitié du jeu. Donc ça me dérange pas qu'on me le propose un petit peu plus propre dès le départ. Donc, mais évidemment, si tu en achètes, tu fais un KS par semaine, voire par mois, ça peut vite faire mal. Ah, Et mais de puis, toute façon, clairement, un jeu qui est trop cher, c'est un jeu que tu joues pas. Même si tu payes cher, que tu joues régulièrement, pour moi, le coût est pas un souci. C'est par contre, en revanche, un jeu que tu as acheté même 20 balles, s'il sort pas, Ouais. voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette discussion? Oui, j'attends Ibris, voilà. Ah, oui, Damien, vous avez des si tu- messages Damien, envoyés si aux tu m'écoutes, auditeurs. j'attends Ibris, voilà. Bon, bah, très bien. Merci à tous pour ces discussions qui étaient quand même très intéressantes. Et on va passer tout de suite à notre prochain duel. Deuxième duel qui va opposer Yoel à Karine sur les jeux de tuiles, de pose de tuiles. Acropolis d'un côté, Cascadia de l'autre. Acropolis qui est sorti tout récemment, là, 2022, créé par Jules Messot, illustré par Pauline Détraz et publié par Gigamic. Et puis Cascadia, lui sorti en 2021, créé par Randy Flynn, illustré par Beth Sobel et publié par Flat Out Game, localisé chez nous par Lucky Duck Game et qui a donc eu le Spiel des Jahres en 2022. Vous allez donc tous les deux avoir 1 minute, et là comme vous êtes maintenant assez aguerris, je vais sortir mon petit marteau de juge, parce que si vous dépassez la minute, voilà. Donc si vous entendez ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est cassé derrière, c'est juste que là il va falloir s'arrêter de parler. Je me tourne, je ne sais pas pourquoi, vers Yoel. Alors qu'en vrai, depuis alors tout que, à l'heure, ouais, je suis assez alors que strict le niveau pire c'est que timing, hein. depuis le début, Franchement, tu es nickel. Hein. C'est un scandale. Tu pourrais frapper Yoel directement. Je Ah crois. ouais, le balancer de On y va. Est-ce que tu es prêt, Yoel, Évidemment pour que non, nous mais on y donner va. ton avis sur Cascadia? Je suis prêt, non, évidemment. Tu retournes ton petit sablier? Ouais, C'est c'est ça. C'est parti, 1 minute. Donc Cascadia a déjà l'excellente idée d'être facile à prendre en main. C'est un jeu qui est vraiment familial, très agréable là-dessus. Mais, et ça c'est à noter, c'est que pour un jeu de ce calibre-là, il y a pas mal de choix à faire pour de vrai. Actuellement, de plus en plus de jeux se jouent un peu tout seul, notamment Acropolis. Là où Cascadia, pour le coup,
tu as toujours des choix à faire, c'est malin, c'est bien pensé. Vraiment, c'est un jeu où je ne rechigne pas, alors que vraiment, je ne suis pas la cible. Tu vois, à accepter une partie. C'est assez cool le fait qu'il y ait 5 scorings différents par animaux, plus aussi 4 cartes de chaque, fait que c'est vraiment jouable, assez variable. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et le jeu marche bien, quel que soit le nombre de joueurs. Tu vois, ça c'est plutôt cool aussi. À 2, tu regardes un peu plus ce que fait l'autre, évidemment. Là où à 4, tu joues pour toi. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de bonnes idées et je pense que le timing. Tu as encore une vingtaine de secondes, Ah, le on est timing bien, est un peu. on est très, Ou très tu veux bien. donner ton temps à Karine? Pas du tout, rien à foutre. Non, non, voilà. Donc vraiment, il y a ce côté facile à trimballer, facile à jouer, facile à expliquer, qui est quand même assez agréable et qui propose quand même des vrais choix et pas juste l'autoroute tout droit de voilà. C'est bien, mais j'avais envie de le faire. C'était Ok, cool. ok, c'est parti. On passe Ça me à va. Karine sur Acropolis. Attention. Alors, je vais C'est vous parti. avouer- Oh, c'est dur. Oh. Alors, Acropolis, moi, si j'avais un mot à donner pour Acropolis, ce serait satisfaisant. Pourquoi? Parce que déjà, il est super bien édité, il est plein de couleurs, il est facile à mettre en place parce que tout est bien rangé dans des petites cases, ça sera facile à ranger, etc. Donc ça, personnellement, j'aime beaucoup, hein, visuellement, c'est top. Il est fluide, effectivement, on est un peu guidé dans ses choix, parfois, mais ça peut aussi aider, du coup, ça le rend plus accessible pour les familles. Alors oui, j'en vois qui tirent la langue, etc., mais Voilà. d'autres que toi ont des familles et des Ah, amis c'est ça, qui putain, ont mais certains ouais. besoins d'être guidés. Hmm. Voilà. Ensuite, il y a un truc qui n'existe pas dans Cascadia, dans Acropolis, c'est que on va faire de la 3D. Alors oui, là, dans Cascadia, effectivement, on met un petit machin qui va un petit peu dépasser en hauteur, alors que dans Acropolis, on peut faire des trucs qui montent. Et ça, c'est top aussi, on aime bien ce qui monte ici. Voilà. Alors, je vais te laisser la responsabilité de tes propos. Hein. Je pense autour de la table, nous n'allons pas les commenter. Par contre, Dim, tu vas trancher sur ce duel. Alors, Acropolis, Cascadia. Bah donc, j'ai bien aimé les arguments des deux. En fait, avec différentes positions, Yoel qui a expliqué la diversité, un peu la richesse du jeu dans le temps. Pendant que Karine, c'est plus basé sur l'expérience matérielle, le public ciblé et des perspectives comme la perspective 3D qui étaient assez intéressantes. Donc, c'est vrai que sur les arguments, je suis vraiment en réflexion. Moi, en goût personnel, je suis plutôt Cascadia, mais sur les arguments qui ont été avancés, je trancherai pour Karine. Oh, C'est un victoire! scandale. C'est un scandale. Je suis Victoire outré. de Karine. Je suis outré. Je pense que voilà, la voix de la raison a parlé. Ça va fermer le clapet, je pense, pendant un certain temps de l'énergumène Environ de 12 là-bas. secondes. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Et 12 secondes, on va les prendre sans rien. Ah, il fait un petit peu la tête quand Ah même. non, je passe. Ah non, je passe. Bon, il a pas mis le chapeau. On va Je peux pleurer. Ah, on a Comment? dit tu ne peux pas parler. Ah Tu bon? ne parles plus. Ok. Puisqu'on Je va peux passer. Non, chut. On passe tout de suite à la boussole. On revient à notre fil rouge de l'émission, notre boussole ludique de Living Forest, et on va s'atteler maintenant au jeu avec la même sensation et le même feeling que notre jeu central. On va donc demander à Stéphane son jeu. Quel jeu tu proposes? Pour moi, ce sera It's a Wonderful World. Déjà, parce qu'au niveau feeling, mon feeling est mauvais avec Iwewe et il est mauvais avec Living Forest. Donc on reste dans le même style. Et puis, j'ai le même sentiment en fait. On va aller chercher des cartes, avec ces cartes-là, on va faire quelque chose potentiellement. Et parfois c'est pas du tout ce qu'on compte faire, il n'y a pas vraiment de plan de jeu. Ça dépend tellement de comment ça s'est passé, comment les autres ont fait des actions. Et on gagne avec le feu, on gagne avec autre chose. Mais c'est un petit peu comme ici. Moi j'ai l'impression de construire quelque chose. Quand je gagne, je sais pas pourquoi. Quand j'ai gagné à Living Forest, je n'ai pas compris pourquoi. C'est parce que les autres étaient sympas, qu'ils ont fait des conneries. En fait, c'est un peu mon même feeling. Ok. Karine? Alors moi j'ai mis Cubitos. C'est un jeu qui n'est pas encore dispo en français, mais je l'avais en anglais, voilà. Pour le même feeling, il y a un côté un petit peu course, hein, course à le premier à atteindre un des 3 objectifs. Ici, c'est une course littérale où on lance des dés et puis il y a des dés fromages et donc du coup c'est un killer argument ça, les dés fromages, voilà, c'est tout. Ok. Yoel qui n'a pas le droit de parler, mais je vais te donner la parole. Vas-y, prends-la et tu vas nous donner le jeu. Eh ben, c'est pas quand tu veux, ok? Bah si. Si, c'est vrai. Ouais. Bah, en vrai, j'ai déjà parlé de charlatan Ouais. sur le côté stop ou encore, mais pour moi, tu retrouves vraiment ce même feeling là aussi. Donc en vrai,
Je le remettrais presque encore une deuxième fois ici, tu vois. Genre, pour moi, c'est vraiment le jeu qui se rapproche le plus en sensation avec Mystic Veil, sans trop spoiler. Mais ouais, donc Charlatan, là aussi pour moi. Ok. Sur le variation mécanique. Donc Siegfried, je crois que tu n'as Quelle surprise! Ouais, bah voilà. Alors, je caricature un peu en ramenant encore une fois Living Forest au deck building en stop ou encore, alors qu'encore une fois, c'est seulement une des mécaniques du jeu, mais outre ça, il faut ajouter le fait qu'il y ait une dimension de course dans Mystic Veil, qui est aussi évidemment importante dans Living Forest, puisque dans les deux jeux, on collecte des ressources ou des symboles, et la partie s'achève aussitôt qu'on en a collecté suffisamment. Même si la victoire est instantanée dans Living Forest, alors on procède à un décompte des points dans Mystic Veil, il y a toujours cette maîtrise du tempo de la partie, savoir quand se préparer, quand être plus agressif en fonction des autres joueurs, qui est commun aux deux jeux. Ok, très bien. Dimitri, quel est ton jeu avec le même ressenti Les tavernes de la vallée profonde. qui avait été donné par Stéphane tout à l'heure. Parce qu'en fait, dans les tavernes de la vallée profonde, je me retrouve vraiment avec cette sensation de récupérer des choses et de remplir, là c'est remplir des tables plutôt que d'avoir des animaux qui sortent. Et je vais avoir cette sensation d'optimisation, c'est-à-dire que aller chercher des cartes pour optimiser mon tour. Et plus j'aurai récupéré des choses intéressantes, plus mes prochains tours pourraient être bons. Donc j'ai vraiment ce ressenti. Alors pourtant il y a une partie draft en plus qui est un petit peu différente, mais je suis vraiment dans la même catégorie que Living Forest. Ok, bon. Ouais, je pense que je vais partir sur le charlatan. Je pense que le côté, ça t'explose à la figure. Je crois que c'est un bon ressenti quand aussi on tourne sa carte et classe si on a le petit élément noir. Et ouais, c'est le et merde. Et là, je crois qu'on a le même ressenti sur les deux, donc on va partir sur charlatan de Belcastel. Mais ça fait quand même pas mal de ressemblance avec Wolfgang Warsch, du coup, entre Taverne et Charlatan. C'est même auteur pour les deux jeux, donc il y a quelque chose. Très intéressant. Merci pour ce petit point maintenant que tu as retrouvé la parole. Ouais. Ah bah je la rends plus, c'est mort. On y va tout de suite pour la prochaine chronique. Troisième et dernière chronique de cette émission, c'est Siegfried qui va nous présenter un jeu de rail. On a tout à l'heure deux jeux de train, là on va plus partir sous terre dans le métro puisqu'il va nous parler de Next Station London, un jeu qui est sorti en 2022 de Matthew Dunstan, illustré par je ne sais pas qui parce que je n'ai pas marqué ça sur ma fiche, je suis désolé, mais je sais que ça a été édité par Blue Orange avec un point de 1,33 sur 5 sur BGG. Siegfried, je te laisse la parole. C'est ça, donc à l'opposé du spectre de complexité de BGG, on a Next Station London qui est donc un flip and write de connexion de réseau avec une légère touche asymétrique. Premier gros atout du jeu, c'est évidemment que le jeu est très familial, extrêmement accessible. On l'explique, on le met en place en 30 secondes, on l'explique en 2 minutes, notamment grâce à son ergonomie qui est assez impeccable. À chaque tour, on retourne une carte et il faut connecter son réseau à une station de métro possédant le même symbole que la carte retournée, qui est toujours une carte avec une forme géométrique qui est extrêmement simple. Donc le jeu est parfaitement lisible, simultané, rapide. C'est vraiment le jeu qu'on peut jouer avec sa grand-mère, avec ses enfants pour caricaturer, mais voilà, pour dire qu'il est vraiment consensuel. Avec ce petit avantage aussi qu'il a des variantes avancées, deux variantes, l'une qui donne des objectifs communs, l'autre qui ajoute une carte pouvoir par crayon de joueur, qui vont donc ajouter la petite touche de complexité qui rendra aussi le jeu un peu plus intéressant pour un public plus averti qui aimera ces petites pauses de partie de 15 minutes entre deux jeux plus complexes, parce qu'il y a ce côté satisfaisant qui rend le jeu consensuel dans le bon sens du terme, à la fois pour un public vraiment très familial qui va chercher ce plaisir immédiat et ce plaisir un peu plus complexe. L'autre gros atout du jeu, étant sa légère touche d'asymétrie dans ses mécaniques, parce que chaque joueur a un crayon de couleur différent. Crayon de couleur qui correspond à la station de départ sur sa fiche. Donc si j'ai le crayon vert, je devrais commencer mon réseau à partir de la station verte. Puis à la fin de la manche, je passe mon crayon à mon voisin et je récupère le crayon donc de mon voisin de droite. Et donc je vais partir d'une nouvelle station. Ce qui fait qu'évidemment on ne peut pas copier le parcours des autres alors même qu'on a les mêmes fiches, parce qu'à chaque fois on part d'un crayon différent, ce qui ajoute une petite touche qui est quand même assez chouette. Et surtout il y a l'édition du jeu qui est absolument impeccable. Parce que c'est ce qu'on disait, donc notamment, déjà l'ergonomie est juste parfaite, mais en plus il s'agit d'une de ces petites boîtes de Blue Orange magnétisées, une petite boîte à 15 €. Il y a exactement le matériel qu'il faut, la simplicité, l'élégance qu'il faut pour en faire un produit qui est à la fois extrêmement portable et extrêmement, en fait, qu'on aime transporter aussi, parce qu'il y a ce plaisir matériel qui est c'est pas extraordinaire, mais c'est juste impeccable ce qu'il faut pour prendre le plaisir qu'il faut à ce jeu. Et on notera
avec un certain plaisir qu'il y a une nouvelle boîte qui est prévue, Next Station Tokyo, parce que évidemment le Japon c'est hype, c'est geek, et donc on a hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer comme petite variante tout en conservant cette même élégance. Merci, c'est que ça m'a donné envie de refaire une partie là tout de suite. Là, et là j'ai envie, là, vas-y, on arrête tout et on fait une petite partie. Les autres, quel est votre sentiment sur Next Station du coup? Moi, je suis client. Ouais. Client, Karine, Pareil. pareil. Moi, je trouve qu'il a une originalité. C'est que c'est un petit jeu, mais il y a une petite courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que les premières fois, on fait n'importe quoi en partant de sa station, et après, on se rend compte que se bloquer toute une couleur, ça va être critique sur les derniers tours. Donc, je trouve ça plutôt sympa pour un jeu de cette catégorie-là. Moi, je fais n'importe quoi. Hein. Non, moi non plus, j'ai pas vécu ça comme ça. Moi, je fais n'importe toujours, hein, ça passe. Mais c'est vrai que l'argument sur le fait que parfois les roll and write, on commence tous sur le même départ et on fait tous la même chose qui nous semble être le coup le meilleur, alors que là, effectivement, on va pas pouvoir copier. Ça, je trouve aussi, c'est une des choses qui est assez intéressant là-dessus. J'aurais quand même deux remarques. La première, c'est que dans l'édition, effectivement, tout est dans la boîte. Mais j'ai quand même retiré les crayons parce qu'il y a un crayon vert qui roule les feuilles pour voir quelque chose dessus. Donc j'ai mis des petits marqueurs à la place. Et la première option d'avoir les objectifs communs, pour moi, c'est pas une option. On joue avec. Après, le petit bonus de couleur, c'est encore autre chose. Mais l'objectif commun est vraiment très important au niveau du jeu. Ok. Parfait, bon très bien. Merci à tous et on va faire une transition toute trouvée puisqu'on va rester dans l'univers du roll and write avec le prochain thème de notre match. On poursuit avec notre deuxième et dernier match de cette émission. Comme je vous l'ai dit à l'instant, on va parcourir le monde des rolls, des flips, des draws, des je sais pas quoi and write. Maintenant, il y en a un peu partout. On va vous donner à chacun nos meilleurs jeux de machin and write. Et on va commencer tout de suite par Stéphane. Hop. Je fais la belle petite transition, vu que pour moi, ce sera Next Station London, illustré par Maxime Morin, pour ceux qui ne le savent pas. Et, la précision est importante. Qui nous permet, je pense que Siegfried a dit tout ce qu'il y avait à dire au niveau du jeu. Moi, c'est le jeu que j'ai découvert cet été, un petit peu avant l'été, sur BGA. J'ai enchaîné des parties, j'ai fait jouer toute ma famille, je l'ai acheté dans la foulée, et il fonctionne avec toutes les personnes que je l'ai expliqué, même en italien. Je ne parle pas italien, donc ça a été super. Karine. Alors, moi, c'est Rajahs of the Gage Dice Charmers. Yeah. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est ultra satisfaisant d'enchaîner les combos. Il y a 20 minutes de cascade de combos dans un univers super chatoyant, du indien avec du plein de couleurs. Ça a plu à toutes les personnes à qui je l'ai fait jouer et on le ressort régulièrement. Pour moi, c'est le top. J'en avais un autre, c'était trop chaud, c'était celui-là. Voilà. Parfait, merci Karine. Yoel, quel est ton jeu? Welcome to the Moon. Yeah. Il a réussi à gommer tous les défauts de Welcome et propose une expérience qui est complètement folle. Tu as 8 jeux en un dans la boîte. Son principal défaut à Welcome, c'était que c'était relou à expliquer. Là, la fiche 1, elle est genre incroyable pour ça. Elle est facile à expliquer. Les gens peuvent jouer tout de suite. C'est efficace, c'est bien fait. L'édition, elle est nickel. Franchement, moi, c'est vraiment un tout bon, quoi. C'est là-dessus. Gros coup de cœur. Coup de cœur. Siegfried. Mystic Veil? Non, c'est pas vrai. Déméter de Mathieu Verdi, illustré par Olivier Moto et David Sidbon pour Sorry We Are French, que j'aime déjà parce que c'est simultané, donc le jeu est vraiment, c'est ce qu'on aime de la plupart des Roll and Write d'ailleurs, c'est que c'est extrêmement dynamique, et surtout c'est un jeu dans lequel on ne va choisir que 12 cartes dans la partie, donc c'est extrêmement peu, et pourtant avec ces 12 cartes on va réaliser 30, 40 actions grâce à l'aspect hyper combinatoire, et ça c'est quelque chose dont je suis assez fan, c'est que vous allez juste choisir une carte et vous allez pourtant cocher par un enchaînement assez judicieux entre les différentes actions, énormément de cases pour énormément d'actions. Enfin, ça en fait un jeu très riche, c'est une espèce de porte d'entrée dans le roll and write expert entre guillemets, parce que les choix ont vraiment beaucoup de conséquences. On n'est pas du tout dans un jeu automatique, on est vraiment dans un jeu où on subit chaque dilemme qu'on fait et c'est extrêmement gratifiant pour ça, qu'on perde ou qu'on gagne, on sent qu'on a fait quelque chose à la fin de la partie. Ok, et on finit par Dimitri. Eh Alors, bien, choix crucial, choix difficile. eh bien, moi j'ai signalé Welcome to. Le premier du nom. L'original. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit côté nostalgique, un côté aussi de jeu assez précurseur. Donc j'avais envie de signaler ce jeu-là parce que je pense que il a fait rentrer cet aspect flip and write, roll and write vers le grand public.
Et après, les expériences se sont multipliées. Mais pour moi, c'est vraiment le point originel. Et je tiens à féliciter ce jeu-là. Ok, parfait. Je Acte pense fondateur. qu'on est tous unanimes là-dessus. C'est vrai que ça a fait quand même le tournant. Bah, ça fait date. Il y Ouais. a, il y a un avant et un après Welcome, clairement. Hein. Ça, c'est... D'ailleurs, une petite nomination à d'or aurait pas été déconnant. Mais... Ouh là 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 là. Pareil que tout à l'heure, je te laisse la responsabilité de tes propos. Absolument, là-dessus. On va finir tout de suite notre boussole ludique. Il est maintenant temps de remplir la dernière case de notre boussole ludique. C'est le jeu plus complexe. Et on va commencer par Siegfried. Suspense. Est-ce que Mystic Vale va arriver une 4e fois? Et Évidemment. ben voilà. C'est à la fois Living Forest en plus simple et en plus complexe, parce que c'est pas juste un Living Forest épuré sans ces surcouches mécaniques, c'est aussi cette mécanique de deck building en stop ou encore, avec des choix beaucoup plus complexes, évidemment davantage bien plus de symboles, bien plus de pouvoirs, et surtout des choix qui ont beaucoup plus de conséquences, puisque encore une fois on crée ses propres cartes, donc la tension, les dilemmes sont beaucoup plus impactants, excusez-moi l'anglicisme, avec des decks qui en plus sont rapidement beaucoup plus asymétriques que dans Living Forest, pour des sensations qui sont vraiment propres et plus stratégiques. Ok, Yoel. Oh, Mystic Ok. Vale. Ça fait un moment qu'on veut le mettre quand même, parce que moi, quand j'y ai joué, le premier feeling, ça a été genre. Ok, c'est Mystic Vale où ils ont enlevé des trucs, tu vois, mais pour moi, le feeling, c'est vraiment celui-là. Ouais. Ce côté stop ou encore, où tu peux spoil, enfin, y gâcher. Du coup, on est en trop de symboles noirs, ce qui t'enlève des actions, enfin, ce Mais avec feeling-là. un niveau un petit peu supérieur. Oui, mais vraiment, je trouve que le feeling, pour le coup, était vraiment identique. Et j'aime bien Mystic Vale, donc Ok. moi, ça a un peu fait genre. C'est ça. C'est ça. Tu vois. Karine. Ah bah, Quelle surprise! big up Siegfried. Voilà, oui, évidemment. Et puis d'ailleurs, quand je l'ai présenté pour faire jouer Living Forest dans la famille, je leur dis bon, bah c'est comme Mystic Vale, mais voilà, aussi, en aussi joli, faut juste changer l'expérience. C'est un autre jeu, Mystic Vale. Ok. Bon. Est-ce que tu es dans cette lignée-là? J'avais promis que je n'irais pas vers la facilité en notant Mystic Vale, et donc j'ai noté Dominion. Ok. Parce que c'est une gestion de cartes plus complexe, effectivement, on va construire son deck. La partie construction de deck est pour moi plus intéressante dans Dominion. Et voilà. Maintenant, avec dans le monde autour de moi, je sens que je suis un petit peu l'outsider, mais j'assume. Attention, on a encore Dimitri. Dimitri, est-ce que toi aussi t'es parti sur Mystic Vale? Et oui, je suis team Mystic Vale. Tous des voleurs. Donc, C'est ça. pourquoi Mystic Vale? Parce que Mystic Vale, je trouve vraiment qu'il y a un curseur quand même qui va un peu plus loin que Living Forest dans la création des cartes. Et cette réflexion, cette complexité, elle a un intérêt qui va lui donner un petit supplément d'âme, tout en ayant le feeling sur ce moment où malheureusement on va choper le mauvais symbole et donc voilà, c'est pour moi la parfaite continuité de Living Forest. Bon, bah, je crois que là c'est unanime. Dominique. Je vais choisir. Voilà, c'est ça. Mystic Vale qui est donc notre jeu le plus complexe et on va du coup faire cette synthèse de notre boussole ludique. Donc, je rappelle que nous avons placé à gauche le jeu le moins complexe qui c'était Can't Stop. Ensuite, nous avons placé au-dessus le jeu qui a une variation mécanique, c'est Seven Wonders Duel. Ensuite, en dessous, le jeu qui partage une même sensation, un même feeling, c'est Charlatan de Belcastel. Et donc, on vient de décerner à Mystic Vale le jeu un peu plus complexe qui également reprend la mécanique centrale de notre jeu Living Forest. Donc, très clairement, si vous aimez les 4 jeux que vous connaissez autour de Living Forest et que vous ne connaissez pas encore le jeu, allez-y. Et inversement, si vous connaissez Living Forest et que vous avez envie d'explorer à droite ou à gauche, allez-y aussi. Et si vous n'avez pas tout ce qui est autour, n'y allez pas. Fatalement. Effectivement. Et on va se détendre un tout petit peu maintenant en fin d'émission avec un petit quiz. Alors, c'est parti pour le quiz de fin d'émission. À la manière de Burger Quiz et du sel ou poivre, je vais vous proposer Ludovic Maublanc, Bruno Catala ou les deux. Ok, donc vous me dites Bruno, Ludo ou les deux. Ça se joue à la volée. Attention, Cash and Guns. Les deux. Ludo seulement. Ludo. Ouais, Ludo. Ouais. Ludo. Ludo, c'est- rien. C'est sûr, c'est que Ludo. Vélonimo, Bruno. Bruno. King Domino,
Les Bruno. deux, parce qu'il y a duel. Ah non, mais Ça. c'est King Domino duel. Alors Avec j'avais dit Ludo. Bruno, oui, les deux, si on me disait que Voilà. duel, les deux marchent, Ok. puisqu'effectivement Ludo a fait également avec lui duel. Cyclade, Les Les deux. deux. les deux. Son jeu qui a le plus grand nombre de ventes est Mr. Jack. Les Ludo. deux. Non. Ludo. Ludo. Oui, parce que Bruno, ça doit être Ça King doit être King Domino. Domino. Ah oui. Je pense. C'était effectivement Ludo. A remporté un Spiel des Jahres. Les deux. Bruno. Bruno. Bruno avec King Domino. A Les remporté duels, c'est nul aussi. un As d'or. Bruno, Ah, c'est Bruno sûr aussi. avec. J'aurais dit les deux, non? Bah, Bruno, c'est sûr. Bruno, Parce que- j'irais. Non, c'est Bruno. Il a été nommé Ludo. Je l'avais noté, mais je ne l'ai pas sur ma fiche. J'aurais dû le garder. Mais Bruno a eu du Ballet 2007, Five Trèfles 2015, Dragomino 2021. Très bien. Se fait souvent accompagné par Lord Huntington. Ludo. Ludo. Se fait souvent accompagné par Ludovic Maublanc. Les deux. Bruno. Bruno. Ils s'auto-accompagnent, ça marche. Ils ont quand même Dans sa 18 tête. jeux en commun. C'est fou. Ils ont fait 18 jeux en commun. Et Chauve, Les deux. ouais, a 188 entrées référencées dans BGG. Bruno. Bruno. Bruno, ouais, Ludo 105. C'est- Alors c'est- dans c'est- BGG, il y a extension, Ouais, machin, c'est- tout ça. C'est honnête, je sens que c'est sérieux. hein. Et crédité dans Conan. Ludo. Non, Bruno. Bruno. Les deux sont crédités sur Conan, vous pouvez aller vérifier. J'ai découvert ça en préparant ce quiz, mais ça m'a très étonné. Les deux étaient crédités sur Conan. A fait des jeux environ avec 14 co-auteurs. Ludo. Bruno. Ludo. Ah, Bruno. 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 C'est beaucoup plus, 23. Oh merde. Ok. Alors, à la volée, hein, je crois qu'il en manque peut-être quelques-uns, mais Depuis l'émission, ouais. allez, deux petites dernières questions. À 8174 abonnés sur Instagram. Bruno. 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 Ludo n'en a que 1679 à l'heure où on fait cette émission. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous à Ludo. Ludo doit rattraper. Ouais, Ludo doit rattraper. Et je vais poser la question super banco. Celui qui trouve gagnera ce quiz. C'est une question chiffrée. Je vais vous demander combien de jours Ludovic Maublanc est-il resté au chalet d'Amande de jeu de septembre 2021 à septembre 2022. Le plus proche, bien sûr, gagne. Donc c'est sur une année, hein. Vous ne mettez pas plus de 365 jours. Donc je répète la question pour vous qui êtes chez vous. Et je peux vous dire que alors, on n'a pas le chiffre exact, hein, c'est une approximation. Hein. J'ai regardé les publications, tout ça, j'ai demandé à l'intéressé, il ne savait pas non plus lui-même, mais j'ai à peu près estimé. Donc combien de jours Ludovic Maublanc est-il resté au chalet d'Amande de jeu de septembre 2021 à septembre 2022? Est-ce que tout le monde a répondu? Oui. Je pense que oui, hein. Alors allez-y. Attention. Stéphane, 104. Karine, 38 jours, 5. 65 pour Yoël, 14 pour Siegfried et Dimitri, 120. Eh bien, Yoël, j'ai estimé à 68 jours Presque un tout pile. pour Ludovic. Tu remportes donc ce quiz. Bravo. Bravo Yoël. Et Du coup, on fera qu'une émission vu que c'est mal. Voilà, c'est D'accord. Ça me va. merci à tous d'avoir participé à cette émission qui est maintenant terminée. J'étais ravi de faire ça avec vous, c'était très plaisant. C'est bien marrant. Ouais. Et j'espère que vous aussi, chez vous, vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à nos réseaux sociaux. Bref, on se retrouvera une prochaine fois, je l'espère. Et on va finir par une petite citation de Freud. L'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. Alors, comme on a fini de jouer, vous pouvez reprendre votre vie normale. Ciao à tous. Bon jeu. Bonne soirée, journée, week-end.